J'ai quelques slides. Donc, on a fait avec les températures du CDP, on a calculé la trajectoire de température de 4000 sociétés dans les pays du G7. Vous voyez que l'Allemagne et l'Italie ressortent à 2,2 degrés, la France à 2,3, le Canada à 3,1. Donc, on est très très mal parti, parce que l'objectif c'est 1,5. On l'a déjà dit, on est supérieur de plus de 50% à ce qu'on doit faire et les projections sont très mauvaises. Alors, il y a bien un combo gagnant pour les entreprises et pour les institutions financières qui est d'avoir une Science-Based Target SBT plus un plan de transition qui serait approuvé par les assemblées générales d'actionnaires sous forme d'un Say on Climate. Et je vous rappelle que l'objectif SBT, il y en a deux, soit 1,5, soit net zéro. Net zéro, c'est moins 90% scope 1, scope 2, scope 3 en valeur absolue par rapport à aujourd'hui d'ici 2050. Et voilà, et on a fait une analyse avec Oliver Wyman en Europe pour voir les entreprises sur 1500 sociétés. Il n'y en a que 50% qui nous ont dit on a un plan de transition, c'est génial. Quand on a creusé l'analyse des plans de transition, en fait, on voit qu'il n'y a que 5% des entreprises qui ont une target SBT 1.5, scope 1, scope 2, scope 3 et un plan de transition crédible. Donc on est très très loin de ce qu'il faut faire et il va falloir se bouger très très vite. Et dans les plans de transition, une des métriques, il y en a 21 métriques, une des métriques, c'est comment je vais financer cette transition quand je suis une entreprise. Et un excellent outil, c'est en jaune, le Sustainability Linked Loan. 2022, c'est sur 6 mois, donc le chart 2022, il ne faut pas le regarder, mais jusqu'à 2021, la partie en jaune croît beaucoup. Et il faudrait que toutes les entreprises demandent à leurs banquiers des prêts dont le taux d'intérêt varie en fonction d'un objectif environnemental, un KPIs. Ça pourrait être très bien la target SBT approuvée et validée chaque année par un audit externe. Et donc là, ça réconcilierait à la fois le Chief Sustainability Officer avec le Chief Financial Officer. Et en plus de ça, si vous faites la target, vous allez payer moins de taux d'intérêt, donc un coût du capital qui baisse. Et c'est une métrique qui est fortement regardée par les conseils d'administration. Donc j'invite tout le monde à faire des Sustainability Linked Loans dès à présent, et ça devrait devenir la norme sur le marché. Mais cela ne suffira pas. Si tout le monde faisait SBT plus plan de transition crédible, ça ne suffira pas pour avoir une transition juste, parce qu'il s'agit de changer le modèle qui sous-tend toutes ces opérations. Et on est dans un modèle qui est une version néolibérale du capitalisme. Et le néolibéralisme produit trois choses: accroît l'écart entre les 1% les plus riches et le reste de la population, et notamment avec le Covid, ça s'est accru d'une manière historique, surconsomme les ressources naturelles sans les régénérer, sans les pricer. Et pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, la génération Z et la génération des millennials va avoir un pouvoir d'achat inférieur à celui des parents. Le capitalisme était prévu pour, si je monte en haut de la pyramide, alors je tire en bas tout le monde. Ça ne marche plus. La théorie du ruissellement marche très bien, mais vers le haut. Et c'est un mythe qu'il va falloir débunker très très vite. Et donc, notre théorie économique, elle est... pourquoi ça? Parce qu'en partie, notre théorie économique est basée sur deux choses qui sont totalement fausses. La nature est gratuite et les ressources sont illimitées. Ça a été dit juste à présent. Et donc, il va falloir revisiter notre théorie économique pour produire les indicateurs macroéconomiques qui ne représentent plus du tout notre réalité aujourd'hui. Donc, il va falloir les updater ou en créer de nouveaux. On peut très bien remplacer le PIB par les émissions intérieures brutes, par exemple. C'est ce que proposait Stiglitz. Et il va falloir faire travailler les économistes alternatifs pour dire donnez-nous des modèles et pondez-nous des métriques qui représentent notre réalité pour qu'on puisse prendre des décisions en toute connaissance de cause et non pas en absence de connaissance de cause, comme c'est le cas aujourd'hui, à la fois au niveau politique et au niveau économique. Et il devient urgent de maximiser la valeur créée pour tous les stakeholders et non pas ce que disait Milton Friedman. L'unique raison de but de l'entreprise, c'est de créer du profit pour un seul stakeholder qui est l'actionnaire au détriment de tous les autres. Il faut sortir de cette équation nauséabonde et mortifère qui pourrit en fait tout le système par le haut de la pyramide. On peut s'en dépêtrer, on peut s'en déchaîner, il faut le faire et il faut créer de la valeur pour tous les stakeholders, y compris la nature. Troisième point, il va falloir donner un coup aux externalités négatives, à commencer par le carbone. Il faut une taxe carbone, c'est la pierre de l'édifice qui permettrait à toutes les autres pièces du puzzle de converger vers net zéro et une économie régénératrice. On ne l'a pas, on comprend bien pourquoi. Le graphique ci-dessous, ça a été fait par Campen, un asset manager hollandais. Ils ont appliqué une tonne carbone, $150, à toutes les émissions des sociétés cotées dans le monde. Ils ont retravaillé les EBIT et les cash flows pour recalculer la valeur d'entreprise. Si on applique $150, c'est moins 40,8% à la bourse.
toutes choses étant égales par ailleurs. Donc on voit très bien, on comprend très bien pourquoi les lobbies pétroliers ne veulent pas de la taxe carbone, parce qu'elle détruit ce qu'on appelle la shareholder value. Et ça, maintenant, il va falloir absolument Attendez, voilà. Et les leaders, les entreprises leaders n'attendent pas que la régulation leur donne une taxe carbone, elles l'internalisent. Elles internalisent le prix de l'eau aussi. Et on l'a vu donc au CDP, les leaders en général internalisent le carbone, 16% d'entre eux internalisent l'eau, et ils seront prêts quand la régulation va arriver, ça va beaucoup moins impacter leur profit. Et un petit exercice, une taxe carbone sur le marché de l'EU ETS aujourd'hui, c'est 100 euros la tonne, pardon. Si j'applique ça aux émissions de Stellantis ou bien d'Aramco, eh bien, Stellantis ne fait pas les 16,7 milliards, mais fait des pertes, et Aramco ne fait pas les 161 milliards de profits, plus haut profit jamais réalisé dans l'histoire des entreprises l'année dernière, en 2022, et fait une perte. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas de taxe carbone. C'est la chose dont on a besoin. Il y a un petit groupe de personnes, un petit groupe d'entreprises qui prennent en otage 8 milliards de personnes. Il va falloir lutter contre ça, et il nous faut une taxe carbone politique. Ensuite, pour aller vers la régénération, il faut, à mon avis, utiliser ce triangle magique qui a en haut le standard de reporting ESG en double matérialité, pas la simple matérialité, parce que la simple matérialité, ça ne sert à rien du tout, ça ne règle pas du tout notre problème. Ça tombe bien parce que ça arrive avec la CSRD à partir du 1er janvier 2024. Il faut le coût des externalités négatives, donc ça, taxe carbone, on vient de le voir. Et le troisième pilier, c'est la comptabilité multicapitale, True Cost Accounting. Et si on a ces trois piliers, on peut calculer l'impact d'une entreprise ou d'une institution financière sur la nature et la société, et on peut convertir cet impact en numéraire pour calculer ce qu'on appelle le return on impact et venir rajouter finalement à l'équation return on equity plus return on impact pour avoir le rendement réel d'un investissement. Il faut changer la manière dont on évalue les investissements à partir de maintenant si on est sérieux sur l'objectif net zéro et nature positive, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc, c'est une des conditions pour pouvoir accélérer ce triangle donc, magique. Et si on a ce triangle magique avec les trois éléments, on va avoir un prix à la bourse qui correspond beaucoup plus à la valeur d'entreprise. Et on ne va pas avoir ces aberrations que nous avons ici. En 2005, le total des 8 plus grosses capitalisations boursières totalisait 2000 milliards. C'était General Electric, ExxonMobil, c'était un mix de différents secteurs. 2005, 2000 milliards. 2022, les 8 plus grosses capitalisations boursières mondiales, 14 000 milliards. Il n'y a que des plateformes technologiques ici et Aramco. Et donc, il n'y a que des cartels ou des monopoles ou des quasi-monopoles. Et ça veut dire qu'en 2022, la communauté financière pense est 7 fois plus enthousiaste par rapport au futur qu'en 2005, alors que ça devrait être l'inverse. On aurait dû avoir en 2005 des valorisations énormes et en 2022, parce qu'on sait que maintenant il y a une transition qu'il va falloir financer, qui n'est pas du tout pricée par le marché. Ce graphique en a la parfaite démonstration. En 2022, ça a été l'année record des distributions de dividendes dans le monde. 1600 milliards de dividendes ont été versés en 2022. Aramco, uniquement dans les trimestres, a versé 20 milliards de dividendes. C'est comme s'il y avait une urgence à payer tout de suite des dividendes parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors que j'aurais plutôt intérêt à investir massivement dans la transition pour lisser mes profits futurs. C'est absolument fou ce qui se passe en ce moment, il faut le savoir, ça se passe, c'est tout près de chez nous. La création monétaire, donc on produit de plus en plus de dettes et on a de moins en moins de PIB. Ça, c'est le PIB tendanciel depuis 1982. Vous regardez par rapport à 2002, donc le bleu, la deuxième avant la fin et la foncée, donc à partir de 2002, il y a une baisse tendancielle des PIB. C'est une réalité. Donc c'est un fait. Et il y a de plus en plus de dettes. Donc c'est de moins en moins efficace de produire de la dette pour produire une unité supplémentaire de PIB. Et on est dans un monde où on nous fait avoir accumulé de la dette alors que ça n'est plus du tout efficace pour produire du PIB et que ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir payer cette charge de la dette. C'est un problème moral, c'est un problème éthique et les 12 milliards de la retraite dont on parle maintenant n'est pas du tout un sujet parce que ça pourrait être financé absolument très facilement. Ensuite, sur la période Covid, il y a 14 000 milliards qui ont été créés. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur ce graphique, parce que je pense qu'il faut quand même revenir là-dessus, c'est que là, Apple vaut 2800 milliards. Et aujourd'hui, j'ai vérifié, hein, Apple vaut 2800 milliards de dollars, soit plus que toutes les sociétés du CAC 40 réunies.
Le PIB français, c'est 2800 milliards de dollars. Une entreprise, PIB français. On est dans un monde totalement de fous. Il va falloir casser cette mécanique très très vite. Voilà, donc l'objectif des banques centrales doit être de l'inflation, mais pas que, et l'inflation est partie pour durer, on n'est plus du tout sur des niveaux de 2%, et il va falloir mettre en place comme target aussi des KPIs par rapport à la transition pour créer de la monnaie, et le problème des banques centrales, c'est qu'elles sont totalement indépendantes, qu'elles ne doivent rendre de compte à personne. Ça commence à devenir un énorme problème parce qu'elles sont responsables de ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années, et la dernière vague étant l'inflation et la baisse de pouvoir d'achat donc des générations futures. Voilà, et quelques solutions maintenant pour parler d'une transition juste, d'un capitalisme responsable. Développer les nouveaux indicateurs dont on a besoin, yes. Taxe carbone politique, les COP, ça ne sert plus à rien. OCDE, probablement, ils ont mis au point 15% de taux minimum d'imposition des entreprises, donc ils devraient être capables de mettre une taxe carbone politique. Il faut que l'OCDE probablement s'attelle à cette tâche. Utiliser la fiscalité, c'est un gros mot, on ne parle plus de la fiscalité, mais il faut redistribuer la richesse créée par les nations d'une manière équitable et éthique, et utiliser l'arme fiscale. Et la théorie du ruissellement a démontré qu'on baisse la fiscalité pour le haut de la pyramide parce qu'on pensait que ça allait couler vers le bas. Ce n'est pas du tout ce qui se passe puisque le PNB détenu par le haut de la pyramide augmente. Donc ça ne marche pas du tout. Donc utilisons la fiscalité, ce n'est pas un gros mot, et au contraire, il va falloir, vu ce qui se passe aujourd'hui dans les rues, et ça va s'accélérer, ça va s'accentuer, il va falloir en faire beaucoup plus. Lutter contre l'évasion fiscale est 8% du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est 100 trillions. L'évasion fiscale, c'est à peu près estimé à peu près à 8-9 trillions. Donc il va falloir lutter contre ça, taxer les transactions financières. Je me suis livré un petit calcul la dernière fois. Tous les jours, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, a fait ce recensement. Il y a tous les jours 7 500 milliards de dollars d'échanges sur le marché d'échange. 7 500 milliards de dollars. Si vous appliquez une taxe de 0,1% à ces 7 500 milliards et que vous l'extrapolez sur l'année, vous payez le déficit public mondial. Il n'y a plus de problème de déficit. Vous l'absorbez. Voilà. Et la taxe Tobin, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas mettre 0,1%. Non, si, on peut mettre. On ne veut pas mettre. C'est totalement absurde. C'est des raisonnements d'il y a 100 ans. Il va falloir casser cette mécanique parce que ça devient totalement insupportable. Après, il faut faire du keynésianisme. C'est ce qui se passe au niveau européen. C'est du Keynes. Hein, le Green Deal ou l'Inflation Reduction Act, c'est rien d'autre que du Keynes. Rémunération variable, ah oui, ça pour les membres de board, les COMEX et autres, il faut que la partie variable des salaires soit liée à la baisse du scope 3. Ça va accélérer grandement l'atteinte des objectifs, relocaliser afin de raccourcir les chaînes d'approvisionnement et d'augmenter l'impact sur la nature et la société. C'est ce qui est en train de se produire. On a vu ce qui s'est passé avec le Covid. Et il va falloir aussi utiliser l'arme fiscale là pour baisser le taux de TVA sur ce qui est fait en France versus ce qui est fait en Chine. Et puis finalement, à partir de ce soir, quand vous allez vous coucher, des mantras à réciter. Alors il y en a deux. Il y en a deux. La mission de l'entreprise est non pas de maximiser le profit d'un seul stakeholder, les actionnaires, au détriment de tous les autres, mais bien de maximiser la valeur créée pour tous les stakeholders, y compris la nature. Premier mantra avant de dormir, entre le brossage de dents et puis le dernier verre d'eau. Et deuxième mantra, cette fois-ci, vraiment avant de dormir, ça c'est pour les investisseurs, la responsabilité fiduciaire d'un investisseur est non pas de maximiser la performance financière à long terme de ses clients, mais de maximiser l'impact de ses clients sur la nature et la société dans les courts, moyens et long termes. Et enfin, pour terminer, un principe, si avant d'entériner une quelconque décision de business ou politique, on se posait la question « est-ce que mes décisions sont éthiques ?», il y aurait probablement 50% des décisions qui ne seraient pas prises. Voilà, merci beaucoup.